Tristan Dominici, c'est un génie. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France. La victoire de Pierre Gasly, il l'a fait. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 6e épisode de JT Sport, votre rendez-vous préféré qui fait le tour de l'actualité sportive de la semaine. Moi c'est Carla Lepage et comme chaque semaine, nos chroniqueurs ont chaussé leurs crampons pour vous décrypter l'actualité régionale et nationale ainsi que l'actu en bref. À mes côtés, Théo de Souza reviendra sur les temps forts du TFC et du Stade Toulousain, des illusions pour nos violets mais de belles surprises pour nos rugbyman qui ont affronté Perpignan ce week-end. Dans l'actualité nationale, Romain Brebant fera le point sur les équipes en vue de la Coupe d'Europe de football. Pronostics, barrages, élimination, que peut-on espérer des clubs ? Et puis Nicolas Montero, avec son bel accent héroltais, nous fera un rappel de l'actualité sportive en bref. Daniel Lombroso nous donnera rendez-vous sur les circuits de Formule 1 pour nous parler de la carrière d'un pilote chevronné. Ce sera notre carte blanche. Et comme à chaque épisode, l'incontournable débat aux côtés de Pierre Bourgeois et de Corentin Delorme. Corentin que l'on remercie par avance pour son travail en régie avec notre chère Amélie Soulaire et Léopold Pelletier au montage. Et on finira cet épisode avec le quiz. Allez, place au sport, place à l'info. C'est avec Théo pour l'actu en région. Salut Théo. Salut Carla. Le TFC a déchanté face au PSG. Toutes les bonnes choses ont une fin et celle du TFC s'est arrêtée ce vendredi soir au Parc des Princes. Face à un PSG impériable à domicile, cette saison avec 6 victoires en 6 matchs, les Toulousains ont cédé 3-0 après une série de 3 succès consécutifs. Le Parc des Princes, théâtre de leur exploit en mai dernier pour gâcher la fête du titre parisien, n'a cette fois-ci laissé aucune surprise. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, 73% de possession pour Paris, contre 27 pour le TEF, 17 tirs à 11 et 8 frappes cadrées à seulement 2 pour les violets. Pourtant, les hommes de Carles Martínez-Novell ne sont pas repartis sans opportunité. Ils se sont même offerts 4 grandes occasions, notamment celle de Xavi Babica à la 71e, seul face au gardien. Une nouvelle fois, c'est l'efficacité qui a fait défaut, comme au début de saison. Sur le plan tactique, les Toulousains avaient clairement opté pour un plan défensif solide, poser le bus comme on dit, et de profiter des rares opportunités de contre pour marquer. Si la défense a tenu bon pendant une partie du match, les violets n'ont pas su concrétiser les rares situations favorables qu'ils ont eues. Avec cette défaite face au leader, le TFC conserve sa place de 10e. Les joueurs bénéficieront désormais d'une semaine complète pour recharger les batteries avant leur prochaine rencontre prévue le dimanche 1er décembre au Stadium contre le promu Auxerre. Un match où ils auront à cœur de trouver le chemin de la victoire pour les 31 ans de leurs ultras. Et côté rugby, en revanche, le Stade Toulousain s'est imposé face aux Catalans. Après leur revers face à Bayonne, le Stade Toulousain a remis les pendules à l'heure ce samedi 23 novembre, s'imposant avec autorité face à Perpignan 41-9 au Stadium. Privée de nombreux cadres mobilisés par la trêve internationale, l'équipe toulousaine a prouvé une fois de plus la profondeur et la qualité de son effectif en inscrivant 6 essais, décrochant ainsi un précieux bonus offensif. La première mi-temps, marquée par des approximations, a laissé planer le doute. À l'image de Romain Tamac, en manque de rythme, les Toulousains ne menaient que 12-9 à la pause. Mais au retour des vestiaires, le match a totalement basculé. L'expulsion logique du Perpignanais Fakatika dès la 24e minute suite à un débliage illicite sur Léo Bano a été un tournant majeur. Bien que Perpignan ait résisté en première période, la deuxième mi-temps a été un véritable cavalier seul des Toulousains. Physiquement dépassés, les Catalans n'ont jamais réussi à inquiéter la défense stadiste malgré de longs temps de jeu dans leur camp. De leur côté, les hommes du Gomola ont brillé offensivement, fidèles à leur réputation, ils ont su concrétiser presque toutes leurs occasions. Même avec un banc rajeuni, contrainte de la période internationale, le stade a livré une prestation collective solide. Une démonstration supplémentaire d'une profondeur d'effectifs remarquable, d'une culture de la gagne qui ne s'estompe jamais. Cette victoire conforte Toulouse en tête du classement, avant un déplacement périlleux au Racing 92, suivi du début de la Coupe d'Europe. Une chose est sûre, ce stade toulousain animé par une culture de la gagne inébranlable n'a pas fini de faire parler de lui. Merci beaucoup Théo. Et nous, on n'a pas fini de parler sport. Ça ne fait que commencer pour le foot en vue de la Coupe d'Europe. Décryptage avec Romain Brebant. Salut Romain. Salut Carla. Tu vas le faire. Tu vas le faire. En effet, dès ce mardi soir, la Coupe d'Europe reprend ses droits. Qualification directe, barrage ou même élimination, que peuvent encore espérer nos clubs français pour la deuxième partie de la phase de groupe de la Ligue des Champions? On fait le point tout de suite. On commence par le leader français de cette campagne européenne, l'AS Monaco. Qui l'aurait cru? Actuel 3e avec 10 points, les Monégasques ont selon l'IA d'Opta 99,5% de chances d'accéder aux playoffs.
Mais soyons plus gourmands. Pourquoi ne pas viser le top 8 synonyme de qualification directe ? Toujours selon les prévisions, il leur faudrait 16 points et donc 2 victoires pour obtenir ce précieux sésame. La tâche semble plutôt simple sur le papier. En réalité, le parcours sera plus fastidieux. 2 rendez-vous à domicile contre Benfica ce 27 novembre et Aston Villa le 21 janvier, mais aussi 2 déplacements le 11 décembre pour affronter Arsenal et le 29 janvier contre l'Inter Milan. Difficile donc, mais pas impossible au vu de leur début de saison fracassant. La barre est déjà haute et Brest semble aussi avoir ses chances. Oui, le constat est le même pour Brest. Les joueurs d'Éric Roy ont su tirer parti d'un tirage plus que favorable. Mais dès cette semaine, le niveau va monter d'un cran. Et c'est déjà le cas dès le 26 novembre avec le déplacement à Barcelone, actuelle meilleure attaque de la compétition. Brest pourra compter sur la réception du PSV Eindhoven le 10 décembre et le déplacement chez le Shakhtar Donetsk le 22 janvier pour espérer grappiller quelques points supplémentaires, avant d'accueillir le champion en titre, le Real Madrid au Roudourou, le 29 janvier. Et pour Lille alors, c'est la surprise de cette Ligue des Champions ? Du côté du LOSC, on aurait pu penser à un 0 pointé quand on a vu le tirage. Pourtant, les voilà déjà avec 7 points après avoir affronté le Sporting, le Real, la Juve et l'Atlético. Le groupe de Bruno Genesio pointe à la 14e place, synonyme de barrage. En dehors du déplacement à Anfield le 21 janvier prochain pour affronter Liverpool, les Lillois abordent cette phase retour contre Bologne ce 26 novembre, puis enchaînent avec les réceptions de Sturm Graz et Feyenoord. De quoi confirmer le modèle prédictif d'Opta qui leur donne 93,7% de chance d'accéder au barrage. Et alors tu l'évoquais, battre l'Atlético, c'est pas donné à tout le monde. Et oui Carla, c'est un peu la phrase qui résume le début de saison compliqué du Paris Saint-Germain. Champion d'Europe des expected goals, les Parisiens n'ont obtenu que 4 points en autant de matchs. Luis Enrique et son groupe sont à la 25e place, la première qui n'est pas qualificative pour la suite de la compétition. Avec 2,1% de chance de se qualifier directement, c'est quasiment mission impossible, il va donc falloir aller décrocher les barrages. Problème, les champions de France en titre doivent se déplacer 3 fois sur 4, un périple qui commence avec le voyage en Bavière face au Bayern dès mardi 26 novembre. Salzbourg et Stuttgart vont suivre avant de recevoir leur seul match face à l'ogre Manchester City. Une qualification pour la suite de la compétition qui semble donc s'éloigner après chaque journée. Et pour l'Europa League, que peut-on espérer pour les clubs français ? Proche de la relégation en début d'année dernière, les Lyonnais ont su redresser la barre avant de se qualifier en Europa League. Et la belle lancée continue depuis le début de cette saison. L'OL se retrouve à mi-parcours à la 9e place, aux portes de la qualification directe. Prochain rendez-vous, Karabag, jeudi 28 novembre, puis Francfort à domicile. Enfin, Fenerbahçe et Ludogorets pour rêver d'un passage direct à la phase suivante. Et ça commence mal pour l'OGC Nice en revanche. Et enfin oui, en début de saison européen, plus que compliqué pour les Niçois. Les hommes de Franck Hez galèrent en Europa League et ne glanent que 2 petits points en 4 matchs pour pointer à la 31e place du classement. L'OGC Nice doit donc se ressaisir dès jeudi contre les Glasgow Rangers à domicile, avant d'enchaîner contre l'Union Saint-Gilloise et Effelsborg. Pour finir, ils reçoivent Bodo Glimt à l'Allianz Riviera, où la défaite ne sera pas une option. Une seconde moitié de campagne abordable pour les sudistes qui devront néanmoins montrer plus d'application pour espérer accrocher les barrages. Tout un programme. Merci beaucoup Romain. Restez avec nous pour l'actualité en bref, c'est avec Nicolas Montero. Salut Nicolas. Salut Carla. On peut dire que l'actu a été très riche et ça commence fort avec le rugby français. Les semaines se suivent et ça ressemble en ce moment pour le 15 de France. Une semaine après avoir triomphé des All Blacks au terme d'une rencontre épique, la troupe de Fabien Galtier s'est cette fois-ci offerte le scalp de l'Argentine 37-23. Avec 3 victoires en autant de rencontres, les tricolores ont fait forte impression lors de cette tournée de novembre en étant la seule équipe de l'hémisphère nord à terminer invaincue. De bon augure pour le prochain tournoi destination. Enfin, le week-end s'est terminé en beauté pour le rugby français lors des World Rugby Awards du côté de Monaco. Antoine Dupont a été élu meilleur joueur du monde en rugby à 7 et Jérôme Daré meilleur entraîneur. Une double récompense inédite puisque le joueur du Stade Toulousain devient le premier de l'histoire à être à la fois sacré meilleur joueur à 15 et à 7. L'architecte du sacre au JO de Paris, de son côté, devient le deuxième entraîneur français à glaner cette récompense après Bernard Laporte en 2002. Rien n'arrête les Lebrun ces temps-ci. En feu comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil, les Montpelliérains continuent sur leur lancée depuis leurs magnifiques Jeux Olympiques. Sacrés champions à l'issue du tournoi WTT de Fukuoka, les deux frères en profitent pour devenir numéro 1 du classement mondial en double. Une première pour des pongistes français. En tennis, c'est un véritable tremblement de terre auquel nous avons eu droit ce week-end. C'est une nouvelle que peu de monde aurait pu prévoir en effet. Andy Murray a été choisi par Novak Djokovic pour être son nouvel entraîneur. Alors que les deux vivaient une rivalité intense sur le court, le natif de Glasgow prendra la suite de Goran Ivanisevic aux côtés de Djoko à compter de l'intersaison avec l'Open d'Australie en ligne de mire. Sortons maintenant les voiles pour un petit point Vendée Globe.
Parti il y a maintenant 15 jours, c'est Charlie Dalin qui creuse l'écart en tête à un peu moins de 20 000 miles nautiques de l'arrivée. Deuxième lors de la précédente édition, le skipper français mène un groupe de 10 navigateurs à l'approche du cap de Bonne-Espérance. Des débuts réussis pour le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de basket, Frédéric Fautou. Double vainqueur de Chypre en qualification, les Bleus ont fait un grand pas en vue de l'Euro 2025. En difficulté pour la première sur le banc de Frédéric Fautou, les coéquipiers d'Andrew Albici ont su relever la tête et gagner plus confortablement lors du match retour ce dimanche. Pourtant privés de leurs joueurs NBA et d'Euroleague, les Bleus, extrêmement rajeunis pour l'occasion, restent invaincus dans leur groupe de qualification. Merci beaucoup Nicolas pour ce rappel de l'actu décidément exceptionnel. C'est maintenant l'heure de la carte blanche écrite par Daniel. Salut Daniel. Salut Carla. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, il nous casse les c***. Dans notre carte blanche, Daniel, tu vas nous parler du dernier titre de Max Verstappen. D'ailleurs, sa carrière te fait penser à quelqu'un en particulier. Tu peux m'en dire plus ? Oui, bien sûr, comme vous avez dû le voir, Max Verstappen rentre un peu plus dans l'histoire de la Formule 1 avec un 4e titre de champion du monde, mais surtout 4 championnats consécutifs. D'ailleurs, ils ne sont que 5 dans l'histoire de la F1 à avoir réalisé une telle performance. Il rejoint Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel, Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Alors on pourrait parler du GP de Las Vegas, mais c'est pas vraiment mon sujet. Ce qui m'intriguait, c'est un parcours presque lié. Attendez, je m'explique. Si je vous parle de Sébastien Vettel, vous voyez où je veux en venir ? 4 fois champion du monde, 4 fois consécutivement, et en plus les deux, ils ont gagné leur titre chez Red Bull. La ressemblance, elle est quand même vachement frappante. Et si on veut rentrer un peu plus dans le détail, Vettel, il gagne son premier GP en 2008 lors de sa 2e saison en carrière, et Verstappen, il gagne son premier GP en 2016 lors de sa 2e saison aussi. Et les deux, ils étaient sous Red Bull au moment de leur première victoire. Sébastien Vettel, il remporte son premier titre mondial à 23 ans, Verstappen, lui, c'est à 24 ans. Et l'Allemand, il parvient à détrôner un certain Lewis Hamilton pour son premier titre en 2010, et Verstappen, il fait la même chose en 2021. Bon, après son 4e titre, les choses se compliquent pour Vettel. Il est prié de quitter Red Bull à la fin de la saison 2014. Pour Verstappen, c'est bien la première fois depuis 2021 où il est mis en difficulté. Il n'a désormais plus la meilleure voiture du plateau et l'ambiance dans l'équipe, elle n'est pas au beau fixe avec le départ d'Adrian Newey. Alors, est-ce que Verstappen va quitter Red Bull à la fin de la saison 2025 ? C'est pas si sûr. Et pour rappel, il est encore sous contrat jusqu'en 2028. Après, je pense surtout qu'il doit bien fêter son titre et pas trop penser à ce genre de problème. Et on lui souhaite le meilleur. Merci Daniel pour cette carte blanche. Comme la F1, cet épisode file à toute vitesse. Et c'est déjà l'heure du débat avec une question qui va opposer Pierre Bourgeois à Corentin Delorme. Raphaël Nadal a-t-il gâché sa fin de carrière ? Messieurs, c'est à vous de jouer. Et on commence ce débat avec Corentin. Salut Corentin. Salut Carla. C'est une réussite insolente. Vous pensez ? Moi, je pense pas. Mais non! Arrête, franchement, je m'en vais. Arrête de dire ça. Et alors du coup, bon, pour parler un peu de la fin de carrière de Raphaël Nadal, moi j'avoue que je suis quand même content qu'il ait pu finir en jouant pour son pays, etc. Mais je suis un peu frustré du choix de la Coupe Davis notamment. Je trouve que c'est pas forcément la compétition qui le représente le mieux, à laquelle il a pu le plus apporter. Je pense notamment à les OJO de l'été dernier, qui pour moi était peut-être le meilleur moment. Il est devant son public, un public qui l'aime, dans son jardin, face à son plus grand rival, Novak Djokovic. Ça aurait pu être une très belle sortie pendant les JO, puis en plus il représente quand même son pays. Et je trouve que la Coupe Davis, c'est une compétition qui suscite plus le même intérêt depuis que le format il a changé, qui est plus aussi intéressante qu'avant, et en fin de compte, on a l'impression qu'il sort un peu lors d'un match quelconque face à Botic van de Zandschulp qui performe plus du tout depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est un match qui est pas très intéressant au bout du compte, et on a l'impression que voilà, Nadal il sort pas dans l'anonymat mais un tout petit peu quand même. Enfin, c'est dommage de partir comme ça, je trouve. Il y avait peut-être mieux à faire, je trouve, sur la fin en tout cas. Ouais, bah je peux pas te contredire sur le fait que la compétition qui représente le mieux Raphaël Nadal, c'est pas la Coupe Davis, évidemment c'est Roland Garros, mais la Coupe Davis, même s'il faut reconnaître qu'elle a plus le même calibre que ces dernières années, avec la formule qui a changé, elle est beaucoup moins suivie, beaucoup moins reconnue et appréciée. Ça reste une compétition qui est importante dans la carrière de Nadal. Il l'a remporté 5 fois et il a souvent expliqué à quel point porter les couleurs de l'Espagne c'était important pour lui. Et surtout, on peut se dire que finir sur un titre, ou en tout cas une belle performance en Coupe Davis, ça aurait été magnifique.
Alors ça n'a pas été le cas, et voilà, maintenant que c'est arrivé et qu'il y a eu ce résultat décevant, effectivement, on peut se dire que ça aurait été mieux de s'arrêter sur les JO où il a effectivement un peu mieux joué, et il s'est un peu mieux défendu que ça a été le cas ici en Coupe Davis. Mais je pense qu'en fait, il était juste pas en mesure de prévoir vraiment à quel moment il allait pouvoir arrêter. Toute l'année 2024, il a été un peu en test, il a essayé de voir jusqu'où il pouvait pousser, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il avançait un peu à tâtons et il voulait pas annoncer une fin définitive. Donc je pense qu'une fois qu'il a vu, avec l'enchaînement Roland-Garros, Jeux Olympiques, qu'il avait su se défendre, mais qu'il ne pourrait pas revenir plus haut que ça, il a choisi la dernière compétition importante qui restait au calendrier 2024. Et je trouve que la Coupe Davis, c'était quand même un beau moment devant son public, porter les couleurs de son pays, dans une compétition qui a compté pour lui. Je trouve que la fin est pas moche non plus. Non, alors c'est sûr que je suis d'accord, la fin n'est pas moche non plus, mais je sais pas, c'est vrai qu'effectivement il y avait de l'incertitude, etc., mais c'est un tout petit peu curieux comme fin. Je sais pas si on va s'en rappeler typiquement. Alors oui, c'est difficile de sortir sur un titre, avec la Coupe Davis, etc., il aurait pu avoir cette hypothèse d'aller au bout avec l'Espagne, mais encore une fois, on part sur des hypothèses, et je pense qu'en fin de compte, peut-être ce qui a prévalu dans son choix, c'est le fait qu'il joue devant son public, chez lui en Espagne, mais en fin de compte... moi j'ai un petit peu un goût d'inachevé à la fin, ou de frustration en fin de compte avec cette fin de carrière, quoi. Ouais, évidemment, quand on voit le résultat, la manière dont il s'incline et dont l'Espagne est éliminée comme ça dès le premier tour de ces phases finales de Coupe Davis, on se dit qu'il y avait mieux à faire. Mais bon, le résultat, on le contrôle pas et on le contrôle jamais, donc je pense qu'il a fait un peu comme il a pu, et je pense aussi qu'il faut un peu désacraliser la fin de carrière, tout simplement parce que c'est déjà une bonne chose de la choisir. Tu vois ce que je veux dire, quand t'es un mec comme Nadal qui a eu autant de problèmes de blessures ces 2 dernières années, le fait d'avoir pu finir sur le court en jouant un match de tennis dans une compétition importante, c'est déjà un petit peu une satisfaction, même si on pouvait espérer plus. En fait, quand t'es autant soumis à des aléas de blessures, de calendrier, etc., tu choisis pas forcément la fin parfaite. Évidemment que tu pars pas sur un grand chelem, parce que si tu gagnes un grand chelem, c'est que tu peux encore pousser. Oui, donc forcément, un grand sportif qui s'en va, il s'en va un petit peu, non pas dans l'anonymat, mais en tout cas avec un statut différent de ce qu'il a été. Donc moi je pense que cet idéal-là du sportif qui s'en va sur un grand exploit, il faut aussi un peu le relativiser, tu vois. Merci à vous deux, Pierre et Corentin. Et pour finir en beauté, notre traditionnel quiz. 3 questions, 2 équipes qui s'affrontent avec d'un côté Pierre et Léopold face à Daniel et Romain. C'est parti. Corazón te gusta. How's the feeling of the game, of the match? ¿Qué te pensa? Voilà, en tous les cas, on te le souhaite, Diego. Alors, première question. Qui a gagné la finale du tournoi de basket 3-3 le 24 novembre à Hong Kong? Réponse 1, Paris. Réponse 2, Amsterdam. Réponse 3, Vienne. Amsterdam. Yes. Il a pas levé la main. La main non plus. Et hop. Mais je le savais déjà. Super, Daniel, super. Deuxième question. Pouvez-vous me donner le nom du rugbyman qui a été sacré 2 fois consécutives meilleur joueur du monde de rugby à 7? Antoine Dupont? Non. 2 fois consécutives. Il est français? Non. Non, franchement, je l'ai pas, moi. Je l'ai pas non plus. Allez, je donne un petit indice. Il est américain. Putain, c'est lié super rapide, là. Bon, allez, je donne la réponse. C'était Perry Baker. Allez, dernière question. Quel pilote a empêché Lewis Hamilton de décrocher une 3e victoire consécutive au championnat du monde de Formule 1 en 2016? Nico Rosberg. Yes! Super, Daniel. Merci à tous de nous avoir écoutés. EJT Sport, c'est déjà fini, mais on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez-nous sur Spotify, Deezer et YouTube pour ne rien rater de l'actu sportive et pensez à vous abonner à notre compte Instagram. On remercie nos chroniqueurs, Romain, Théo, Nicolas, Daniel, Pierre et Corentin. Corentin qui, je le rappelle, est aussi en régie aux côtés d'Amélie et Léopold pour le montage. Moi je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et vivez sport!